Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire du C2RP, webinaire consacré au métier de la santé dans les Hauts-de-France pour vous donner les derniers chiffres, les dernières données socio-économiques relatives à ces métiers. Je me présente, je suis Gwendoline Lequat, chargée de mission information au C2RP et je suis accompagnée de ma collègue Florence Ventours. Bonjour à tous. Florence. Bonjour à tous, Florence Ventours. Donc moi, je suis chef de projet sur l'appli sectorielle et aussi j'ai le métier de chargée d'études aussi qui me permet d'aller triturer de la donnée statistique. Donc c'est Florence qui va vous apporter toute la matière pendant ce webinaire. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous rappeler quelques petites règles techniques pour bien suivre ce webinaire pendant l'heure qui suit. Vous pouvez télécharger la présentation que Florence va vous faire. Vous avez en haut de votre écran à droite un petit nuage où vous pouvez télécharger le document PDF et également en bas, à droite également, vous avez plusieurs onglets qui sont disponibles, dont l'onglet Apps avec 3 petits points. Où quand vous cliquez dessus, vous avez le volet partage de fichiers où vous pouvez également retrouver le document PDF. Si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à les poser. C'est dans l'onglet donc questions qui est également tout en bas à droite de votre écran. Donc, vous pouvez les poser au fil de l'eau. Moi, je n'hésiterai pas à couper Florence pendant sa présentation pour lui apporter les questions au fur et à mesure des grandes parties qu'on va aborder ensemble pendant l'heure à venir. Donc, avant de rentrer sur notre thématique des métiers de la santé, je vais vous représenter rapidement le C2RP pour ceux qui ne le connaissent pas encore ou peu. Donc, le C2RP, c'est le CARIFOREF des Hauts-de-France. Nous sommes financés et présidés alternativement par l'État et la région et administrés par les partenaires sociaux. Nous sommes membres du CREFOP dont nous assurons le secrétariat permanent, et également membre du réseau des CARIF Hauts-de-France au niveau national. Dans le cadre de nos missions de CARIFOREF, nous avons 4 principales missions. Donc, la mission d'observation dont Florence est une des porte-paroles aujourd'hui pour assurer l'observation sur la relation emploi-formation et également apporter un appui technique aux instances régionales. C'est par ce biais-là que vous retrouvez sur notre site internet un certain nombre d'outils comme par exemple l'Atlas qui vous permettent d'avoir des données socio-économiques sur les sujets emploi-formation en région. Et c'est sur cette base-là qu'on vous propose ce webinaire aujourd'hui. Nous avons également un rôle d'accompagnement des acteurs emploi-formation en région. Et donc, on met notre expertise et nos ressources à votre service tout au long de l'année. Également des missions d'information pour vous apporter les dernières actualités sur la formation, les certifications, les métiers comme aujourd'hui ou les dispositifs. Et enfin, notre dernière mission, un de nos cœurs de mission, c'est peut-être par ce biais-là aussi que vous nous connaissez le mieux, c'est la collecte de l'offre de formation professionnelle, toute voie de formation confondue, y compris l'apprentissage et la consolidation de systèmes d'information, puisque cette base d'offres est relayée ensuite à un certain nombre de partenaires pour leur mettre à disposition. Je ne serai pas plus longue là-dessus, puisque je pense qu'aussi beaucoup d'entre vous nous connaissent. Donc, on va vraiment rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je vous le disais, de par nos missions d'observation, on vous propose aujourd'hui un webinaire dédié aux métiers de la santé. C'est un premier webinaire d'une série de webinaires consacrés aux différents métiers dans les Hauts-de-France. Et l'idée, c'est de vous donner un état des lieux actualisé des données socio-économiques relatives à ces métiers. On se base sur des données officielles des grands producteurs de données qui sont agrégés par le CARIFOREF. Et donc, ces webinaires vont vous permettre de vous donner une première lecture des données socio-économiques actuelles que vous pourrez ensuite compléter par les différents outils d'observation produits par l'OREF. Je ne suis pas plus longue, je laisse la parole à l'experte aujourd'hui, donc Florence, pour nous parler des métiers de la santé. Donc pour commencer, Florence, est-ce que tu peux nous dire plus précisément de quel métier on parle quand on parle métier de la santé ?
Oui, tout à fait. Donc, déjà, quand on parle des métiers de la santé, on parle à peu près de plus de 180 000 personnes en Hauts-de-France qui exercent un de ces métiers, ce qui représente presque 9% de l'emploi occupé en région Hauts-de-France. Et ce qui représente aussi le 3e domaine de métier le plus représenté en région en termes de nombre d'actifs, et ce, après le commerce et l'administration. Donc, pour ce qui est des principaux métiers que l'on peut retrouver en Hauts-de-France, en tout cas qui sont fortement représentés en Hauts-de-France, forcément, on va retrouver en premier lieu les aides-soignants, avec 32,4% de ces actifs exerçant un métier de la santé, suivi des infirmiers, à peu près 30% des actifs. Après, on va avoir les médecins, 12%. Les autres professionnels paramédicaux, alors dans les professionnels paramédicaux, on compte les diététiciens, les ostéopathes, les kinésithérapeutes, les pédicures, podologues. Ensuite, on a tout ce qui est techniciens médicaux, préparateurs, donc vous allez retrouver tout ce qui est préparateur en pharmacie, analyse médicale, imagerie médicale. Et ensuite, un pan avec les pharmaciens, les psychologues, psychothérapeutes, les spécialistes de l'appareillage. Donc, quand on parle d'appareillage médical, on est bien sur tout ce qui est prothèses, les opticiens, les audioprothésistes, les orthèses. Et puis, un dernier pan qui varie autour de 1% avec les dentistes, les sages-femmes et les vétérinaires. Donc, une fois qu'on a bien en tête le panel des métiers possibles, l'idée, c'est d'observer dans quel secteur ils s'exercent. Et pour cela, on a besoin de comprendre la logique métier-secteur. Donc, pour cela, on va construire ensemble un petit schéma qui va vous permettre de mieux comprendre la diffusion des métiers dans les secteurs. Donc, pour rappel, donc on a bien un peu plus de 180 000 personnes qui exercent un métier de la santé. Et là, on ne s'occupe pas de savoir dans quel secteur ils s'exercent, dans quelles entreprises ils exercent. On a 180 000 personnes qui exercent un métier de la santé. Et puis, d'un autre côté, on a aussi le secteur de la santé, que vous voyez ici en bleu, où là, ce secteur de la santé regroupe toutes les structures dédiées à la santé et qui emploie aujourd'hui un peu plus de 205 000 personnes, tous métiers confondus. C'est-à-dire qu'on va avoir tant des métiers de la santé que d'autres métiers plutôt support ou autres. Si on croise, alors déjà, juste pour vous rappeler, parce que tout au long de ce webinaire, vous allez avoir des petits pictos qui vont s'afficher et qui vont vous permettre d'identifier si on parle métier de la santé. Donc là, on est plutôt dans la couleur rose, métier de la santé, tout secteur confondu. Et si on est dans la couleur bleue, on parle secteur de la santé, tout métier confondu. Donc là, le secteur de la santé, quel que soit le métier exercé. Donc ça, c'est un petit rappel des petits pictos qu'on va utiliser régulièrement dans ce webinaire qui vous aideront à vous positionner. Si on revient à nos deux rectangles, on va dire rectangle. Donc, si on les croise, métier, secteur, on voit qu'on obtient un petit rectangle commun qu'on va appeler cœur de métier. C'est-à-dire qu'il s'agit de personnes qui exercent un métier de la santé au sein même du secteur de la santé. Et à partir de ça, on peut comprendre la diffusion des métiers dans les secteurs. Donc, si je reprends mon petit schéma, mon petit rectangle ici, on a donc ces personnes qui exercent un métier de la santé au sein même du secteur de la santé, notre cœur de métier qui représente 70% des personnes qui exercent un métier de la santé. On en a 70 qui exercent un métier dans le domaine de la santé. On va retrouver notamment les infirmiers en soins généraux qui exercent dans un hôpital de manière classique. Et puis après, si on veut compléter notre petit rectangle avec les 180 000 actifs, voilà, on va retrouver des personnes qui aujourd'hui exercent un métier de la santé, mais dans d'autres secteurs. On va peut-être retrouver des audioprothésistes qui exercent dans un commerce de détail d'optique, par exemple, ou des pharmaciens qui exercent dans un commerce dans une pharmacie. Si on veut compléter notre petit croisement, là, on avait ici 205 000 personnes qui exerçaient au sein du secteur de la santé.
On en a 128 000 qui exercent dans ce secteur. Et puis, on a un petit restant ici. On en a 37%, donc 76 000 personnes qui exercent au sein du secteur de la santé, mais qui exercent un métier autre. Alors, on peut retrouver des métiers support, par exemple, tout ce qui est administration, informatique, logistique, enfin, tout ce qui fait fonctionner une structure, finalement. Donc, voilà pour ce petit schéma qui nous permet de dresser un petit bilan, de savoir si, dans ces métiers de la santé, dans les personnes exerçant un métier de la santé, si on a une forte diffusion dans divers secteurs ou pas. Là, on s'aperçoit qu'effectivement, globalement, les personnes exerçant un métier de la santé exercent à 70%, donc une très grosse majorité au sein même du secteur de la santé. Donc, tout ce que vous pouvez voir ici, ce sont les différents types d'activités qu'on peut retrouver dans le grand domaine qu'on appelle secteur santé. Et tout ce qui est en bleu fait référence à des activités de la santé. Donc, globalement, nous avons des personnes qui exercent des métiers de la santé qui vont plutôt travailler à 42% dans les activités hospitalières. On va retrouver aussi de l'hébergement médicalisé pour personnes âgées, des activités d'infirmière et de sage-femme, des professionnels de la rééducation, pédicure, podologue, les médecins, les dentistes et les hébergements médicalisés pour enfants handicapés. On va retrouver aussi certains secteurs plutôt tournés vers le commerce. Donc là, on reprend, c'est tout ce qui est pour 6% des personnes qui vont travailler en pharmacie. On va avoir aussi les opticiens. Et puis, on va avoir aussi des structures dédiées à l'action sociale sans hébergement. Voilà, au niveau de la diffusion de ces métiers, vers quoi ces personnes travaillent en fait. Si on veut avoir un peu plus de détails sur les établissements employeurs du secteur de la santé, eh bien déjà, on peut identifier, rien que sur la cartographie qui vous est présentée ici, qu'on a une concentration des emplois plutôt sur les bassins d'emploi de Lille, Roubaix, Tourcoing et d'Amiens. On peut aussi observer par l'intermédiaire de cette cartographie qu'on a une évolution du nombre d'emplois qui diminue, notamment sur les zones ici plutôt rurales. Donc, on a des déserts médicaux qui sont en train de s'accentuer et qui est une problématique connue sur ces métiers de la santé. Pour rappeler aussi que les établissements employeurs finalement, se focalisent beaucoup leur offre d'emploi sur 5 principales familles de métiers. Donc, on va retrouver beaucoup tout ce qui est infirmiers, sages-femmes, les aides-soignants, les médecins et assimilés, les agents d'entretien, qui n'est pas un métier de la santé, et des professions paramédicales qui, je rappelle, intègrent les diététiciens, les kinés, les ostéos. Donc là, on voit bien que le secteur de la santé n'emploie pas que des métiers de la santé, mais on a bien, par exemple, ici, des métiers de la propreté. Parmi ces différentes structures, on a 70% qui sont des petites structures de moins de 10 salariés. En revanche, on a des très gros employeurs de plus de 50 salariés. Et là, donc, du coup, je reprends nos 205 actifs qui exercent au sein du secteur de la santé. Il y en a 84% qui sont employés dans ces grosses structures que sont par exemple les hôpitaux. Ok. Merci Florence pour cette première vision d'ensemble des métiers qui sont concernés et des secteurs d'activité où ces professionnels exercent. J'en profite de reprendre rapidement la parole pour vous encourager à poser vos questions au fur et à mesure. S'il y a des éléments qui sont peu clairs, si vous voulez des précisions, n'hésitez pas. J'ai envie de dire, on est là pour ça, mais surtout Florence est là pour ça, pour préciser les choses. En tout cas, si on veut aller un petit peu plus loin, tu nous as parlé métier, tu nous as parlé secteur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les évolutions actuelles justement du secteur de la santé et peut-être aussi les impacts potentiels en termes de recrutement sur l'emploi? Bien sûr, pas de souci. Hop. Donc, effectivement, ce qu'on peut déjà se dire sur le secteur
du sanitaire, du social, des services à la famille, donc tout ce qui est santé humaine un peu, c'est que c'est finalement un des principaux moteurs de l'économie régionale. C'est aussi un secteur qui est fortement régulé par les pouvoirs publics et les activités économiques. C'est aussi un secteur qui est très concurrentiel et qui réunit des acteurs au statut juridique et économique très différents. On a un secteur public, secteur privé, le lucratif, le non lucratif. Mais globalement, on observe à partir des projections de départ à la retraite, départ de fin de carrière, pardon, d'ici à 2030 en Hauts-de-France, l'INSEE estime que la moitié des départs annoncés concernent seulement 6 secteurs d'activité, parmi lesquels on retrouve l'hébergement médico-social et l'action sociale, avec plus de 78 000 départs prévisionnels, et puis le secteur aussi de la santé, avec plus de 60 000 départs. Donc on a des besoins prévisionnels observés qui sont grandissants, tous métiers confondus au sein du secteur de la santé, et on peut aussi observer plutôt à court terme en tout cas que actuellement les besoins en recrutement dans ce secteur de la santé humaine sont plutôt concentrés sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Alors maintenant qu'on a vu les projets, en tout cas, de recrutement, en tout cas, les perspectives qui s'offrent. L'idée, c'était de voir aussi un petit peu le dynamisme d'embauche du secteur des activités de la santé humaine. Depuis quelques années, on peut voir que c'est un secteur qui est plutôt très dynamique et qui enregistre de nombreuses embauches, en particulier dans les activités hospitalières et l'hébergement médicalisé pour personnes âgées. On a des besoins grandissants, puisqu'en 2022, on a presque 97 000 déclarations préalables à l'embauche qui ont été enregistrées en Hauts-de-France. Ça fait 55% de plus par rapport à 2012. C'est vraiment important. C'est aussi un secteur qui a été le moins impacté par la crise sanitaire liée à la Covid. Les besoins ont été constants. Pourtant, on observe une problématique aujourd'hui liée à des reconversions professionnelles des salariés. Est-ce que c'est une conséquence directe de ce contexte difficile? Voilà, il y a des études qui pourraient être amenées à travailler sur ce sujet. Mais en tout cas, on a observé que ça a engendré un rebond des embauches en 2021 que vous pouvez observer sur ce graphique. On observe aussi sur ce graphique qu'on a une proportion qui est supérieure à la moyenne des CDD de moins d'un mois, puisqu'on en a 75% contre 65% dans d'autres secteurs d'activité. Mais voilà, on a observé en 2021, ce qui n'est pas négligeable quand même, un taux de CDI plus important que les années précédentes. Donc, ce qu'on peut identifier à la vue de ce schéma, c'est que globalement, finalement, le CDD semble être plutôt une porte d'entrée vers le secteur de la santé, en fait. Alors, on a parlé des projets de recrutement dans le secteur. On a vu aussi que c'était un secteur qui était dynamique en termes d'embauche. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des évolutions qui peuvent impacter ces secteurs et les grandes tendances qui sont observées aujourd'hui? Eh bien, effectivement, on a des secteurs. Ce secteur est forcément mouvant en fonction des évolutions sociétales et démographiques qui ont un impact sur le secteur du soin de manière générale, de l'accompagnement et de l'aide à la personne. Effectivement, on a un vieillissement de la population régionale. On a un morcellement des cellules familiales, une augmentation des situations de dépendance et de précarisation. Et puis, on l'a vu tout à l'heure avec les projections de l'INSEE, on a un fort renouvellement de la main-d'œuvre en région des prochains départs à la retraite des professionnels exerçant les métiers du soin. On sait aussi que c'est un secteur qui dépend moins des aléas de la conjoncture économique que d'autres secteurs, mais c'est un secteur qui est plutôt lié, comme je vous le disais tout à l'heure, aux choix politiques, aux orientations des dépenses publiques. On a par exemple une prise en charge plus poussée du handicap, un développement des alternatives à l'hospitalisation. Voilà, c'est aussi un secteur malgré tout socle lors justement de contextes sanitaires difficiles, et on a pu l'observer lors de cette crise sanitaire sans précédent de la Covid-19.
Donc, ces contextes sanitaires difficiles ont été observés notamment dans les activités hospitalières, bien sûr. Et puis, on a vu que ça a un impact particulier sur la représentation des métiers qui sont aujourd'hui jugés comme difficiles. Et ça peut aussi engendrer une pénurie dans le recrutement et ça pose aussi la question d'un déficit de flux de formés qui ne s'orienterait plus vers certaines formations de santé. Merci Florence. Donc là, si je comprends bien, tu nous as fait déjà un premier tableau plutôt côté secteur de la santé, parce que tu nous avais bien dit c'est 2/3 hein, des actifs de la santé qui exercent dans ce secteur. L'idée là, ça va être de rebasculer plutôt sur l'entrée métier pour avoir cette vision d'ensemble de voilà, 100% des actifs qui exercent dans les métiers de la santé. Est-ce que du coup, tu peux nous en dire plus sur ces professionnels et peut-être nous dresser un petit portrait robot des professionnels de la santé? Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que portrait robot, en tout cas, je vais vous donner les principales tendances qui sont observées aujourd'hui. Malgré tout, il y a des différences selon les métiers. Hein. Là, aujourd'hui, on vous apporte une information plus générale sur les métiers de la santé. Globalement, ce sont des métiers qui sont plutôt exercés par des femmes. On a 78% de femmes, ce qui est beaucoup plus important que la moyenne, tous métiers confondus. Ce sont aussi des personnes qui sont plutôt diplômées du supérieur, avec 66% de ces personnes contre 39% tous métiers confondus. Des personnes aussi qui sont positionnées plutôt sur des professions intermédiaires, au regard aussi de leur cursus de formation. Mais globalement, voilà, on a une majorité de femmes, mais on observe, en allant un peu plus finement sur certains métiers, que les hommes sont plus souvent cadres, en tout cas, que les femmes, et que les femmes sont plus souvent employées, même si on retrouve des hommes dans tous les métiers. Néanmoins, voilà, on a quand même des petites tendances comme ça qui se dégagent selon les différents métiers. On a aussi des métiers qui sont plutôt pérennes, avec 68% en emploi sans limite de durée. Toutefois, voilà, on a une proportion qui est plus faible que tout métier confondu, parce qu'on peut observer qu'on a une part importante d'indépendants, 13%, qui se justifie par des personnes qui exercent en fonction libérale. Nous avons aussi une proportion un peu plus supérieure à la moyenne des temps partiels. Juste pour rappeler aussi que voilà, les métiers de la santé ont des conditions de travail particulières qui peuvent aussi représenter des freins. On a le travail de nuit, qui peut être occasionnel ou habituel. On a le travail en 10 heures pour certains métiers, le travail le week-end également. Donc tout ça, ce sont aussi des éléments à prendre en compte et qui peuvent représenter des freins vers les formations et vers l'embauche de ces métiers. Concernant maintenant l'avancée en âge, donc on a une avancée en âge qui est plutôt préoccupante. Alors selon les métiers, là c'est pareil, on a fait un gros zoom. Néanmoins, on observe voilà, qu'on a une forte hausse des travailleurs âgés de 55 ans et plus depuis 2013. On a pris 4 points. Ça peut se justifier au travers des différentes réformes des retraites. Et puis, on a une entrée aussi plus tardive dans la vie active des moins de 30 ans, avec un prolongement de la durée des études. Et puis, on a observé aussi un accroissement de l'activité professionnelle des femmes, qui est aussi déjà très présente dans ces métiers, mais qui vient aussi se renforcer. Si maintenant, on regarde un peu plus en détail sur certains métiers, qui sont concernés par un besoin en main-d'œuvre à venir, donc à court terme ou moyen terme, on s'aperçoit qu'effectivement, en termes de nombre, on a un gros flux, un gros besoin en renouvellement de main-d'œuvre à venir sur les métiers d'aide-soignants et d'infirmiers en soins généraux, puisque ici, on va avoir un pourcentage de personnes seniors qu'on appelle 45 ans et plus, et pourtant j'ai 45 ans, je ne me sens pas concernée, mais néanmoins à prévoir 38% ont 45 ans et plus chez les aides-soignants, dont 11% ont 55 ans et plus, ce qui représente donc un renouvellement de main-d'œuvre à venir.
Et puis, en termes de pourcentage, on a voulu aussi comparer et la masse et peut-être un peu plus de niche, mais en tout cas, qui représente des vraies problématiques aussi. C'est tout ce qui est médecin. Alors, médecins libéraux spécialistes, médecins libéraux généralistes, médecins hospitaliers, et puis les formations aussi libéraux, où on a une forte proportion des plus de 55 ans qui présagent vraiment un besoin de recrutement à venir. Merci Florence pour cette présentation des actifs qui exercent un métier de la santé. Est-ce que tu peux nous en dire plus aussi sur l'image qui existe de ces métiers? Parce qu'on sait que c'est un enjeu assez important en termes d'attractivité des métiers et d'orientation vers ces métiers. Tout à fait. Alors, je dirais que sur les métiers, on a deux plots qui se dégagent. On a les métiers du grand âge, les métiers liés au grand âge, pardon, qui ont une problématique particulière. Les métiers de l'aide aux personnes âgées, qui pourtant offrent des perspectives, des opportunités de recrutement importantes, souffrent vraiment d'un net déficit d'image et peinent à recruter. Le grand âge est encore largement associé à des représentations négatives. Et puis, ces métiers sont mis en concurrence avec ceux de la petite enfance qui nécessitent le même niveau de diplôme. Et pour des personnes qui n'ont pas forcément pleinement conscience des contraintes et des exigences que nécessite l'activité auprès de jeunes enfants. Voilà, donc ça, c'est vraiment les métiers liés au grand âge qui sont vraiment la bête noire, en tout cas, dans les différents métiers qu'on peut observer. Après, de manière générale, les métiers de la santé, voilà, ont une image plutôt noble au service de l'humanité. Pourtant, on observe quand même depuis 2 ans maintenant une baisse de leur effectif en raison de l'épidémie liée à la Covid-19. En effet, c'est vrai que ces métiers de la santé ont été et sont encore finalement en première ligne face à l'épidémie depuis mars 2019. Les personnels soignants s'exposent directement aux malades et à l'épidémie. Ils exercent dans des conditions importantes de stress, selon l'Organisation mondiale de la santé. Il y a eu des systèmes de primes, d'augmentation de salaires qui ont été mis en place par le gouvernement pour compenser justement l'essoufflement des personnels soignants et puis aussi de compenser le surinvestissement de ce personnel. Donc, on voit qu'il y a quand même une image qui peut être assez négative malgré le côté positif qui peut être mis en avant sur des métiers de l'humain. Est-ce que ce portrait que tu nous as dépeint va impacter les recrutements à venir dans les Hauts-de-France? Et comment s'expliquent les tensions qui peuvent être observées au niveau régional? Alors, en gros, les projets de recrutement ne vont pas avoir d'impact sur... en tout cas, pardon. L'image des métiers ne va pas avoir d'impact sur les projets de recrutement parce que les besoins sont toujours là. Ça va avoir des conséquences sur, en tout cas, des vocations peut-être. Néanmoins, on peut faire une focale sur les projets de recrutement sur les métiers de la santé en région. On a aujourd'hui, en 2023, donc cette année, plus de 12 200 projets de recrutement en région sur ces métiers. Ça représente presque 6% de l'ensemble des projets en région et ça représente 6,5% des projets de recrutement de France sur les métiers de la santé. Il y a des projets de recrutement qui sont en augmentation depuis 2015, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. On observe aussi que ces opportunités d'emploi sont accentuées avec les nombreux départs à la retraite des professionnels et puis des reconversions professionnelles dont on a parlé tout à l'heure suite à la crise sanitaire. De manière générale, on observe que ces recrutements se concentrent principalement dans les départements du Nord, notamment les bassins d'emploi de Lille, Roubaix, Tourcoing et Valenciennes, et puis dans une moindre mesure sur le département du Pas-de-Calais, donc particulièrement le bassin d'emploi de Lens. Vient ensuite l'Oise, avec une concentration des projets plutôt sur le bassin d'emploi Santerre, Oise, Sud-Oise. Mais la plupart des recrutements, donc 67% des recrutements, se font sur le Nord-Pas-de-Calais, en fait.
Donc, selon l'enquête, en fait, il y a une enquête régionale, un baromètre des entreprises qui a été menée par l'agence 2020-2040 en Hauts-de-France. Les recrutements envisagés par les entreprises interrogées portent essentiellement sur les emplois d'infirmiers, d'aides-soignants, des professions paramédicales qui, je rappelle, rassemblent les diététiciens, les kinés, les ostéos, les pédicures, les sages-femmes et les médecins assimilés. Donc, ce sont d'ailleurs les métiers qui représentent le plus de seniors qu'on a pu voir tout à l'heure, et le plus de seniors en activité. En parallèle, on peut mettre les besoins en main-d'œuvre de Pôle emploi en 2023. Voilà, on peut retrouver de la même manière les métiers d'aide-soignants et infirmiers qui se démarquent en termes de besoins. Et après, on a les techniciens médicaux et les préparateurs, donc tout ce qui est préparation, pharmacie, imagerie médicale dont je vous parlais tout à l'heure, les médecins, les pharmaciens. Et puis, on a voulu faire aussi une petite projection parce que France Stratégie a réalisé une étude nationale sur les besoins métiers à horizon 2030 et l'a régionalisé dernièrement. Donc, de ce fait, on a pu observer les différents postes à pourvoir en 2030 issus de cette étude. Donc, on a bien des gros volumes toujours sur les aides-soignants, les infirmiers, les sages-femmes, les médecins et les assimilés et les professions paramédicales. Donc, si on parle maintenant des difficultés de recrutement, au regard de ces nombreux projets de recrutement, on peut voir déjà par ce graphique que le volume de recrutement porte surtout sur les aides-soignants et les infirmiers. Ça, on le sait. Maintenant, on observe aussi par ce graphique que l'ensemble de ces métiers semble difficile à recruter, puisqu'on a des difficultés qui sont supérieures à la moyenne, tous métiers confondus, la moyenne régionale. Et si on regarde un petit peu dans le détail, on note par exemple que les métiers d'aide-soignants et infirmiers sont ceux pour lesquels les tensions dans le recrutement sont au final les moins fortes actuellement parmi l'ensemble des métiers de la santé uniquement, mais sur lesquels il y a énormément de recrutement. Donc, on a des difficultés de recrutement, mais du fait d'un effet de masse. En revanche, on a des difficultés les plus fortes qui sont positionnées sur des métiers plutôt exercés en libéral. On a par exemple 100% de difficultés sur les métiers de dentiste et sage-femme, donc ce qui explique aussi les moindres recrutements, et sur lesquels on a forcément des fortes difficultés. Et puis selon les projections 2030 de France Stratégie, bien, les métiers pour lesquels les recrutements devraient être plus difficiles d'ici 2030 sont principalement ceux qui auraient aussi les plus forts besoins en recrutement. Le nombre de jeunes débutants et l'arrivée nette de travailleurs en provenance d'autres régions ne seraient pas suffisants pour pourvoir les postes dans ces métiers en Hauts-de-France. De manière générale, les difficultés de recrutement amènent un niveau de tension élevé, voire très élevé sur ces métiers. D'ailleurs, plusieurs raisons de ces difficultés ont été évoquées, telles que le manque de qualification ou de formation, dont notamment l'absence d'organismes de formation à proximité. Et puis aussi un manque d'attractivité lié aux conditions d'emploi. On a de l'usure, on a de l'épuisement professionnel qui est constaté. Les établissements d'activité hospitalière pointent massivement le manque de candidats et les professionnels observent aussi une augmentation des inaptitudes physiques et psychologiques. D'ailleurs, selon France Stratégie, une majorité de ces métiers en fort déséquilibre sont actuellement en forte ou très forte tension sur le marché du travail. Donc, leurs difficultés de recrutement risquent donc de s'accentuer d'ici 2030. Si on regarde maintenant de manière plus approfondie les tensions qui sont observées aujourd'hui, eh bien, on a des difficultés de recrutement, on l'a vu tout à l'heure, globalement sur tous les métiers. Et puis, on observe aussi que tous les métiers de la santé sont en tension globale très élevée. Est-ce que c'est la conséquence éventuelle de la crise sanitaire liée à la Covid? En tout cas, on sait que les degrés de tension peuvent varier d'un métier à un autre selon la conjoncture économique ou selon effectivement un contexte de crise sanitaire ou selon les ressources disponibles. Et pour cela, on a des indicateurs de tension complémentaires qui ne sont pas
forcément liées à l'indicateur principal de tension, mais qui permettent tout de même d'éclairer sur les facteurs d'origine de la tension principale. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du métier d'aide-soignant, la tension globale est élevée, très élevée. Les indicateurs de tension complémentaires indiquent que la tension est très élevée en termes de lien emploi-formation, par exemple. On a donc le lien emploi-formation, c'est un indicateur qui permet d'identifier si le métier en question est difficile d'accès pour des personnes ne possédant pas la formation requise. Donc ici, sur le métier d'aide-soignant, ce lien est très fort au regard de la nécessité de diplômes spécifiques pour exercer ce métier. La tension est élevée également en raison d'un manque de main-d'œuvre disponible. Mais effectivement, une main-d'œuvre disponible trop réduite peut en effet contribuer à accroître les tensions. On observe le même schéma sur le métier d'infirmier et on peut identifier lorsque le lien emploi-formation est très élevé. Voilà, on a une question qui se pose, c'est la question de l'offre de formation et des flux de formés en lien avec les besoins en recrutement. Nous avons aussi une tension très élevée, en tout cas élevée, pardon, concernant les conditions de travail contraignantes qu'on a pu évoquer tout à l'heure et la non-durabilité de l'emploi, parce qu'on l'a vu tout à l'heure aussi, la porte d'entrée reste souvent le CDD. Merci Florence. Alors, on a eu une question qui a été posée sur comment renforcer l'attractivité des métiers de la santé et s'il y a des moyens mis en place. Et, ça c'est plutôt effectivement en région, il y a le nouveau CPRDFOP qui œuvre aussi à travailler avec les branches professionnelles pour identifier des pistes d'action afin de travailler sur l'attractivité métier, sur renforcer aussi la connaissance des métiers. Donc là, il y a un gros travail avec le nouveau CPRDFOP qui est en train de se mettre en place, hein, donc c'est tout frais. Il y a des pistes d'action qui vont être travaillées d'ici l'année 2023, plutôt 2024, je dirais. Voilà, du coup, nous, on est vraiment sur un premier état de lieu des données socio-économiques, mais des choses sont mises en place par d'autres acteurs en région sur ce sujet. Voilà. Après, il y a aussi l'OPCO, les observatoires et OPCO Santé, qui est aussi très actif en termes d'information métier, de webinaires, de journées, en tout cas en termes de formation, d'apprentissage pour justement permettre une meilleure connaissance aussi de ces métiers. Et sur un aspect très spécifique, un des prochains épisodes du C2 podcast sera justement consacré à la question de l'attractivité des métiers de la santé, avec la mise en avant d'une bonne pratique par Eurasanté et ses partenaires de l'emploi. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir un exemple de bonne pratique sur l'attractivité des métiers de la santé, mais on vous en redira plus en fin de webinaire. Du coup, Florence, maintenant qu'on a fait le point sur les besoins en recrutement, les tensions liées au métier, est-ce qu'on peut se focaliser sur les compétences qui sont demandées à ces actifs et futurs actifs, et également quels sont les diplômes spécifiques nécessaires? Tu as bien dit que le lien emploi-formation était quand même assez spécifique parce qu'on a un certain nombre de métiers où on a besoin de diplômes particuliers. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Je peux tout faire. Donc, pour rappel déjà, on a quelques métiers en jeu qui se dégagent ici en région. Sans surprise, on a bien les métiers d'aide-soignants, infirmiers et médecins libéraux et hospitaliers. Donc, pour rappel, les métiers en jeu peuvent être des métiers porteurs, des métiers à potentiel de recrutement, des métiers en tension, des métiers à problématiques RH, des métiers émergents. Mais là, on est vraiment aujourd'hui sur ces 3 métiers en jeu qui ont été identifiés aujourd'hui. Maintenant, au-delà de la nécessité effectivement du diplôme, des compétences sont aussi recherchées pour les futurs actifs et les actifs aussi en poste. L'idée, c'est d'être en mesure de s'adapter à différentes pratiques professionnelles. Voilà, aujourd'hui, on voit que ces métiers ont des approches différenciées selon les besoins de la population. On va avoir des publics fragiles, des publics dépendants, des publics vieillissants, du handicap, ce qui n'est pas forcément, ce qui permet aussi d'aborder le patient de différentes manières.
Donc ça, il faut pouvoir aussi s'adapter à tout ça. On a aussi une logique pluridisciplinaire qui est de plus en plus importante, qui permet aussi d'identifier, de mieux identifier les publics et leurs pathologies. On a également une sensibilisation à la valorisation du bien-être avec le développement de l'art-thérapie, de la musicothérapie. Voilà, donc on a vraiment un pan sur les pratiques professionnelles qui nécessitent une adaptabilité, puis une curiosité aussi. Ensuite, on a des compétences transversales qui sont demandées, notamment liées à la conduite, à l'animation, la coordination de projet, parce qu'on travaille en logique pluridisciplinaire. Donc, il faut des compétences en gestion et en management. Ensuite, on a des outils plutôt tournés vers l'informatique, alors soit spécifiques à la chaîne logistique, soit l'informatique au cœur du métier dont on a forcément besoin. Et puis, un dernier pan qui est l'émergence et le développement d'innovations majeures portées par les technologies du digital, de l'intelligence artificielle, des big data, et qui laissent entrevoir les nécessaires transformations majeures à conduire dans les années à venir. On va par exemple avoir les dispositifs médicaux implantables, la biologie avec l'arrivée de l'automatisation, de la robotique. On a la télémédecine, la télésurveillance qui se sont fortement développées aussi avec la Covid, avec un diagnostic à distance, le suivi des patients à domicile, le partage des données de santé entre professionnels de santé. Et puis, on a un gros pan, comme je vous disais tout à l'heure, sur l'informatique et la traçabilité. Ensuite, on a des compétences, effectivement, donc là, techniques. Et puis, on a un pan très important dans les métiers de la santé parce que ce sont des métiers qui demandent des aptitudes particulières en termes de soft skills. On va retrouver de la disponibilité, de l'écoute, les qualités d'écoute, de l'investissement personnel, le goût du contact, une bonne résistance à la fatigue, au stress, un bon équilibre émotionnel, une capacité d'adaptation, comme je vous disais tout à l'heure, sans oublier l'organisation, la rigueur, l'initiative, l'esprit d'initiative et la capacité à travailler en équipe. Concernant les niveaux de formation plébiscités, eh bien, la fourchette de métiers étant très large, on a des niveaux de formation qui sont très diversifiés. On peut quand même observer que globalement sur les personnes en activité aujourd'hui de moins de 30 ans, donc fraîchement arrivées sur le marché du travail, on observe globalement que voilà, on a une grosse majorité de diplômes supérieurs au bac. On a 24% qui ont à minima le niveau bac ou diplôme d'État de niveau 4. Et puis, on a 8% de personnes qui ont à minima le niveau CAP. Donc, on peut retrouver notamment des diplômes d'État de niveau 3. En tout cas, ce qui est important de retenir, c'est que le niveau de formation est à minima égal ou supérieur au CAP, puisqu'on a certaines professions qui sont réglementées et qui peuvent exiger la possession du diplôme d'État. On va retrouver par exemple les aides-soignants, les infirmiers, les kinés, les ergothérapeutes et les sages-femmes, d'où la nécessité d'avoir un diplôme pour exercer le métier. Donc les formations, donc on a vraiment de nombreux diplômes dans les métiers de la santé qui existent. Quelques exemples, on va passer du doctorat en médecine au diplôme d'État d'infirmier, kiné, le certificat de capacité d'orthophoniste, le master en psychologie, etc. Il faut savoir que les diplômes obtenus après des formations de différents niveaux et durées, les différentes durées allant de plusieurs mois à plus de 10 ans d'études, selon les spécialités, bien sûr. De manière générale, la plupart des formations restent accessibles, toute voie de formation. Donc, on va retrouver la formation par la voie scolaire, l'apprentissage, et la formation professionnelle continue, dont la VAE pour certaines formations. Pour zoomer un petit peu sur certaines formations, parce que en Hauts-de-France, comme dans toute région, le schéma régional des formations sanitaires et sociales permet de fixer les grandes orientations en matière de structuration de l'offre de formation en lien avec les besoins du territoire régional. Donc pour cela, il y a 17 formations de santé qui sont agréées en région Hauts-de-France et dont certaines autorisées par le président du conseil régional.
pour lesquels un travail va être fait sur le nombre de places disponibles, accessibles sur chacun de ces formations. Donc là, on les a distingués par grand type de profession. Donc, profession du soin, on va retrouver les diplômes d'État des soignants, auxiliaires de puériculture, infirmiers anesthésistes, puéricultrices. Les métiers de la rééducation et de la réadaptation, tout ce qui est kiné, orthophoniste, pédicure. Les professions médicales et pharmaceutiques, avec les préparateurs en pharmacie, les sages-femmes. Les métiers de l'encadrement, les cadres de santé. Profession technique de la santé, avec tout ce qui est ambulancier, manipulateur d'électroradiologie médicale, technicien de laboratoire médical. Il faut savoir aussi que la région prend en charge le coût de la formation pour 3 diplômes d'État qu'on peut retrouver ici. Donc le diplôme d'État d'aide-soignant, le diplôme d'État d'ambulancier et celui d'auxiliaire de puériculture. Voilà. En termes de formation, si on zoome un peu plus spécifiquement sur l'offre de formation en région dans le domaine de la santé, eh bien, de manière générale, on constate que l'offre de formation dans le domaine de la santé est principalement concentrée sur les agglomérations lilloises et amiénoises, qui est en lien forcément avec la présence des centres hospitaliers universitaires. Et puis, on remarque aussi que cette tendance est d'ailleurs plus marquée sur l'île pour l'offre de formation en apprentissage. Donc, ça peut aussi soulever, ce constat peut aussi soulever la problématique liée à la mobilité des jeunes entre le lieu de formation et le lieu d'entreprise aussi. Voilà pour la formation professionnelle continue, donc les mêmes constats. Ce qu'il faut savoir aussi sur ces cartographies qui vont être mises à jour très régulièrement, c'est qu'elles sont basées à partir d'une extraction de notre base offre de formation du C2RP. Et pour cela, s'il y a des organismes de formation qui sont présents aujourd'hui à ce webinaire, on voulait aussi souligner l'importance pour vous de bien référencer votre offre de formation sur le site du C2RP pour la rendre visible, améliorer la visibilité. Donc pour cela, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec l'équipe offre de formation du C2RP ou de vous connecter sur le site du C2RP pour mettre à jour vos formations. Voilà pour ce point. Je mets aussi une alerte importante sur la localisation pour bien renseigner le code postal de votre formation pour une meilleure géolocalisation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette base offre, le C2RP transmet les données au réseau des Carrefouref qui rediffuse dans les outils de Pôle emploi et missions locales. D'où l'importance vraiment de référencer votre offre de formation. Voilà pour les formations. Du coup, Florence, oui. On a quelques petites questions justement sur cette partie-là. On a notamment la question de savoir que signifient les formations autorisées par la région quand elles n'incluent pas un financement, une prise en charge de la formation par la région. Ici, celles-ci, quand elles ne sont pas autorisées. Voilà. Eh bien, effectivement, après, du coup, il peut y avoir un financement ponctuel, en tout cas peut-être moindre, mais de Pôle emploi ou par exemple par le CPF. Après, c'est vrai que c'est moins mon domaine. Moi, je suis plus dans l'observation. Je veuillez m'en excuser. Mais c'est vrai que par rapport à ces points, je pense que, Gwen, on pourrait stipuler qu'on est en partenariat justement avec des personnes qui gèrent l'avis du schéma régional des formations sanitaires et sociales. Et l'idée, c'est de faire un podcast, justement. Je peux peut-être te laisser en parler, Gwen. Oui, en fait, on va retravailler plus spécifiquement, faire un focus sur les formations du schéma régional de formation sanitaire et sociale,
très certainement sur le deuxième semestre avec un webinaire et un podcast qui vous seront proposés pour vraiment aller plus en détail sur ces formations-là et également voir justement les outils, les aides qui vont être disponibles. En tout cas, les formations autorisées, généralement, c'est vrai que l'idée, c'est aussi de définir un certain nombre de places, un quota qui va être fixé par la région. Et donc, voilà, c'est des formations qui sont beaucoup plus encadrées que les autres à ce niveau-là. Oui, voilà. En plus, l'idée, c'était aussi d'expliquer pourquoi on a des places limitées. Voilà, comment tout cela prend vie, en fait, et comment est conçu ce système de quotas. Exactement. Et du coup, ça, on pourra revenir dessus dans le webinaire et le podcast dédié à la thématique avec justement les acteurs du schéma régional des formations sanitaires et sociales. On fera ce focus-là. Et j'en profite pour prendre la question d'Héloïse aussi sur est-ce qu'il est prévu d'augmenter le nombre de places pour les aides-soignants et les auxiliaires de puériculture. Là, pareil, désolé, on va pas forcément nous avoir la réponse, mais ce sera des éléments qu'on pourra aborder avec les acteurs du schéma régional au second semestre. Et d'ailleurs, Héloïse nous avait posé une question encore auparavant. Florence, j'en profite pour te la poser. Est-ce que cette étude, donc je suppose que tu es en train de nous présenter en ce moment, pourrait servir de base pour le PRF? Donc peut-être que Florence, ça permettrait d'évoquer ce que vous faites à l'Observatoire, hormis nous accompagner dans ces webinaires. En fait, effectivement, toutes ces données sont issues d'un diagnostic qu'on a pu réaliser en amont du nouveau CPRDFOP, donc le contrat de plan de développement des formations professionnelles et de l'orientation en région. Donc, ça a permis de dresser un constat effectivement sur les besoins métiers. Et puis les évolutions aussi des secteurs. Donc, tous ceux-ci ont permis à la région et à l'État, dans le cadre du CPRDFOP, de dresser des fiches actions, en particulier sur certaines problématiques et notamment sur les métiers en jeu dont on a parlé tout à l'heure, donc tout ce qui était aide-soignant, infirmier et médecin. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc on est vraiment dans une comment je puis dire, un delta de mise en place d'actions sur le terrain avec les branches professionnelles, avec l'ensemble des acteurs qui ont été mobilisés par la région et l'État. Voilà, donc j'ai pas forcément, parce que tout est en train de se mettre en place, donc c'est compliqué pour moi de vous donner des informations figées, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de fiches actions qui ont été qui ont permis qui se sont dégagées suite au diagnostic qui a été présenté ici. C'est vrai que du coup, effectivement, l'Observatoire du CARIFOREF fait ce travail d'aide à la décision des acteurs publics, des décideurs en région, et en parallèle vous met à disposition des outils qui reprennent un certain nombre de ces données socio-économiques. Donc, c'est le cas là, par exemple, du webinaire, mais c'est aussi le cas d'un certain nombre d'outils directement accessibles sur notre site qui vous permettent d'accéder directement à de la donnée dès que vous en avez besoin. Voilà à ce niveau-là. Et peut-être un dernier point à aborder, Florence, pour être complet sur cette vision des métiers de la santé. On a fait un point donc sur les formations. Mais c'est vrai que justement, on parlait tout à l'heure attractivité des métiers, construction des projets professionnels. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le taux d'insertion à l'issue de ces formations, qui peut être un argument aussi pour la construction d'un projet professionnel? Tout à fait. C'est vrai qu'en termes d'insertion professionnelle, on a deux plots. On a l'insertion chez les jeunes sortant de formation initiale et on a l'insertion des demandeurs d'emploi. Donc, sur les jeunes, on a des taux d'emploi sortant de formation initiale en voie scolaire qui sont bien supérieurs à la moyenne régionale, notamment sur le niveau bac, donc niveau 4, qui correspond au diplôme d'État le plus souvent.
Le niveau BTS aussi, niveau 3, niveau 5, pardon, a un taux d'insertion qui est aussi plus important que la moyenne régionale, toute formation confondue. En revanche, pour l'apprentissage, voilà, on a un niveau d'insertion, un taux d'insertion à 6 mois qui est bien important pour le niveau bac, ce qui est moins le cas pour le niveau CAP et le niveau BTS, où là, on a des taux qui sont moins importants que la moyenne régionale. En ce qui concerne, donc ça c'est chez les jeunes sortant de formation initiale, et puis pour les demandeurs d'emploi, pour le coup, on a des taux d'accès à l'emploi qui sont très supérieurs à la moyenne, tout domaine de formation confondu, puisqu'on a 62%, plus de 62% qui ont accès à un emploi dans les 6 mois après la fin de leur formation. On a fait un petit zoom sur les formations sanitaires et sociales, donc les 17 formations dont je vous parlais tout à l'heure, toutes voies de formation confondues. Et là, on arrive effectivement à des taux très importants, puisque 90,5% des diplômés du sanitaire ont eu accès à un emploi 1 an après l'obtention de leur diplôme. Donc, on a des taux d'insertion qui sont plutôt très bons. Voilà. Merci Florence. Je pense qu'on a fait le tour d'horizon des métiers de la santé avec les données socio-économiques disponibles actuellement sur ces métiers. Maintenant, si vous avez encore des questions restantes, des points que vous souhaitez approfondir, éclaircir, n'hésitez pas à les poser. Nous sommes là pour ça. Parce que pour l'instant, on avait répondu au fil de l'eau à l'ensemble des questions posées dans le chat. Si ce n'est pas le cas, je vous propose de faire un dernier tour d'horizon des différents outils justement qu'on peut vous proposer sur les questions des métiers au niveau du C2RP. Donc d'abord sur les métiers de la santé. Donc là, via le webinaire et ensuite le replay que vous allez recevoir par mail, on a pu déjà dresser un constat quand même assez fouillé en 1 heure avec les chiffres importants sur ces métiers et les secteurs qui les concernent. L'objectif, c'est de vous proposer différents outils pour différents usages. Donc, sur la page du replay sur notre site, vous aurez accès à une infographie qui vous donne vraiment une information très synthétique, utilisable en 1 minute pour avoir un premier niveau d'information. Vous aurez également une vidéo métier sous un format Powtoon où vous aurez en 5 minutes une vision d'ensemble de ces métiers dans les Hauts-de-France aujourd'hui en 2023. Vous aurez donc le replay si vous le souhaitez. Et si vous souhaitez vraiment approfondir les chiffres, rentrer dans tout le détail de ces données-là, vous pourrez aussi accéder au diagnostic sectoriel issu du CPRDFOP comme l'indiquait Florence. Ensuite, plus généralement, sur les questions métiers, le C2RP vous propose un panel de services et d'outils à ce niveau-là. Donc d'abord, sur l'information métier, vous pouvez retrouver notre outil Cléor. Nous organisons régulièrement là aussi des webinaires de présentation de l'outil, si vous ne le connaissez pas encore, avec l'idée d'avoir vraiment des données socio-économiques, là encore, sur les métiers et des fiches dédiées à l'ensemble des métiers. Donc là, vous pouvez rentrer vraiment dans une logique où vous allez creuser le métier, par exemple, d'infirmier, d'aide-soignant, etc. et vraiment avoir de la donnée au niveau du métier en tant que tel, vu que là, on est resté sur une entrée plus généraliste. Pour avoir de l'information, vous pouvez également vous abonner à notre portail de veille. On a 2 veilleuses en interne du C2RP qui vous proposent toute une série de ressources d'actualité sur l'ensemble des sujets emploi-formation. Mais vous pouvez vous créer des alertes spécifiques justement à certaines thématiques qui vous intéressent plus spécifiquement. Et vous aurez aussi sur cette information nos petites vidéos de 5 minutes dédiées aux grands domaines d'emploi. Donc, très bientôt, une vidéo sur les métiers de la santé qui va prolonger ce webinaire. Ensuite, sur la partie données socio-économiques, donc Florence vous a
on va dire, mâcher le travail en vous présentant les données qu'elle a analysées, mais vous pouvez vous-même accéder aux chiffres, on va dire, peut-être pas bruts, hein, ils sont mis en forme, mais à la donnée en direct via un ensemble d'outils produits par l'Observatoire. Donc, on a parlé des diagnostics sectoriels issus du CPRDFOP, mais il y a d'autres outils comme l'Atlas pour avoir de la donnée liée à sur les territoires des Hauts-de-France, donc avec différentes échelles qui vous sont proposées, le niveau régional, départemental, EPCI, etc. Et également un tableau spécifique sur les métiers qui recrutent et sur les tensions liées au métier. Ces outils vont être très prochainement complétés d'un tableau de bord également qui vous permettra d'avoir des informations complémentaires sur les métiers. L'objectif, c'est également de pouvoir lier métier et formation. Donc, pour ça, Cléor, justement, fait le lien sur chaque fiche dédiée à un métier, par exemple, métier d'infirmier. Vous pouvez être renvoyé au répertoire des formations disponibles en région sur ces métiers définis. Donc, vous accéderez au répertoire des formations et vous avez également notre annuaire des OF des Hauts-de-France. Et enfin, pour monter en compétences et prendre du recul sur ces questions métiers, donc vous avez eu aujourd'hui le premier webinaire d'un cycle dédié au métier qui sera poursuivi par la suite. Donc, on vous invitera à suivre l'actualité à ce sujet-là. Et vous avez également toute une série de ressources professionnelles sur la thématique orientation métier qui vous est proposée sur le site du C2RP, qui peut regrouper des webinaires, des dossiers ou encore des podcasts, par exemple. Et du coup, pour vous dire justement quelles sont un peu les prochaines étapes sur cette thématique-là, on l'a évoqué tout à l'heure, il y aura un C2 podcast qui va sortir début juin sur les questions justement d'attractivité des métiers de la santé, donc où on interviewe Eurasanté et ses partenaires sur un dispositif qui s'appelle Une chance pour soigner et qui travaille justement sur cette thématique-là. Nous organisons également une journée, une rencontre régionale le mardi 20 juin 2023 à Amiens au Quai de l'Innovation sur les métiers en Hauts-de-France, état des lieux et perspectives de recrutement 2030 pour justement dresser un tableau d'ensemble de la situation des Hauts-de-France aujourd'hui, mais aussi en 2030 puisqu'on aura la chance d'avoir la participation de France Stratégie pour présenter les résultats de l'étude de prospective métiers et qualifications 2030. Et enfin, comme je vous le disais, on poursuivra ce cycle donc métiers. Donc aujourd'hui, on a parlé métiers de la santé. En septembre, on vous proposera de parler des métiers du bâtiment avec un zoom sur les métiers du gros œuvre. N'hésitez pas aussi à nous dire dans le questionnaire de satisfaction s'il y a certaines familles de métiers, domaines d'emploi que vous souhaitez aborder plus spécifiquement. On est preneur aussi de vos besoins pour adapter la programmation à vos besoins. Et comme l'évoquait tout à l'heure Florence, il y a bien entendu plein d'autres partenaires qui produisent des ressources et des publications sur ces métiers de la santé. Là, on vous a notamment cité l'Observatoire de l'OPCO de santé et Atlas Santé, qui peuvent être des ressources complémentaires à ce webinaire très intéressantes pour vous. Et enfin, donc on vous a remis aussi les principaux partenaires fournisseurs de données qui ont contribué à consolider les données présentées aujourd'hui par Florence pendant ce webinaire. Voilà, c'était bien aussi pour stipuler qu'effectivement, ces données qui vous ont été présentées viennent bien d'un diagnostic qui a été partagé et avec des données officielles, si je puis dire, et concertées en tout cas. Voilà. Et donc, pour conclure, pour rester en contact avec nous, vous pouvez vous abonner à nos newsletters, donc le C2 Actu et l'Info Hebdo, où vous aurez justement le panorama presse réalisé par nos veilleuses, et nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous invite aussi à noter les prochaines dates du cycle de professionnalisation du C2RP. Donc, le 23 mai, la semaine prochaine, on a un webinaire
consacré à comment s'informer sur les pratiques innovantes de l'accompagnement et de la formation professionnelle. Le 30 mai, un webinaire consacré aux mobilités européennes, comment l'intégrer à la formation continue avec Erasmus+. Le 1er juin, la prochaine date des webinaires Transition Pro, cette fois-ci sur le bilan de positionnement pédagogique. Le 2 juin, un webinaire avec REV3 sur l'industrie bas carbone et donc sur les métiers et les compétences liées à cette industrie bas carbone en région. Et enfin, le 14 juin, une présentation justement du portail de veille documentaire du C2RP. Voilà, c'est les prochaines dates qui vous attendent. On vous remercie beaucoup pour votre participation à ce webinaire aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. Vous recevrez un mail prochainement pour vous inviter à remplir le questionnaire de satisfaction pour envisager la suite de ce cycle. Donc, merci beaucoup et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous.